Bonjour à tous, émission numéro 72 de Tête à Clash commence. Alors, c'est la première fois qu'on se retrouve depuis des mois et des mois. Hein. Donc je vous présente mes meilleurs vœux, la santé. Ça, vous imaginez bien qu'on vous la souhaite très longue et vraiment très bonne. Je vais vous dire que cette émission s'était interrompue, mais là on va faire tout, j'avais presque envie de dire quoi qu'il en coûte, tout pour qu'elle se prolonge et que nous nous retrouvions très régulièrement. Voilà, affaire à suivre quand même. Alors, cette émission, elle a 4 invités. Ces 4 invités sont Patrick Mignon. Bonjour Patrick. Bonjour Franck. Patrick est le porte-parole du nouveau, enfin, comment je vais le dire ? De VIA. Voilà, alors, ok, je vais y arriver. Porte-parole de La Voix du Peuple, qui est le nouveau nom du parti de Jean-Frédéric Poisson. Waouh, ok, ça commence bien, vous avez vu, je suis un peu rouillé, ça fait quelques mois, mais voilà, pardonnez-moi. Vous allez voir, la machine va se chauffer. Allez, le deuxième, c'est Laurent Arthur Duplessis. Bonjour Laurent. Bonjour. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver. Vous êtes journaliste et essayiste. Et vous avez pas mal de casquettes, et on va en profiter. Ok. À ma gauche, Yves Christen, qui est scientifique. Et le quatrième, qui est tout là-bas, tout au fond, il s'appelle Benoît Dumoulin et il est directeur du think tank qui s'appelle le Pont Neuf. Voilà, allez, on lance l'émission. Vous êtes chaud? Moi aussi. À tout de suite. Sujet numéro 1, le Donald est parti. Est-ce que vous trouvez que son départ est une défaite en race campagne, voire même une humiliation, ou est-ce que vous trouvez qu'il prend date? Est-ce que vous trouvez finalement que ça a du panache ou que c'est minable? Voilà, moi je pense que c'est presque aussi tranché que ça, hein, cette histoire, et je voudrais m'adresser à Laurent Arthur Duplessis pour nous dire s'il peut tirer des perspectives sur les 4 ans de Donald Trump et ces derniers mois. Eh bien, Donald Trump part avec un capital de 74 millions de votes. Oui. C'est énorme. Record battu, hein? Oui, c'est énorme. Il n'a été battu que d'un tout petit nombre de voix dans des États clés, mais on peut dire que Donald Trump a mis sur les rails la sensibilité dite populiste qui couvait aux États-Unis bien avant lui. Hein. Il y avait déjà eu le Tea Party, qui avait été la première expression de cette poussée populiste, le Tea Party, à l'intérieur du Parti républicain. Et la victoire de Donald Trump, il y a 4 ans, avait surpris les commentateurs, mais elle était l'expression de cette sensibilité populiste en pleine expansion. Et ce phénomène est un phénomène de fond, sociologique et politique qui ne va pas s'éteindre avec le départ de Trump de la Maison-Blanche. Alors, on voit bien que les démocrates essaient de faire voter l'impeachment, la destitution, de manière à le rendre inéligible par un second vote. Il y aurait 2 votes, un vote d'impeachment et puis un second vote d'inéligibilité à vie. Oui. C'est ça leur obsession, de manière à ce que, justement, il ne soit pas candidat dans 4 ans. Je ne sais pas si ça va aboutir, c'est pas sûr du tout, puisqu'il y a tout de même pour ça la nécessité d'avoir 67 votes au Sénat, ça n'est pas garanti quand même. Et 67 votes, c'est les 2 tiers, hein? Voilà, ça, hein? Exactement, okay. 67 sur 100. Oui. Mais ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que les huiles, on peut dire républicaines, qui ont pris parti contre Trump, se mettent en danger électoralement, puisqu'en effet, la base électorale soutient massivement Trump. Mais justement, est-ce que, et je vais me tourner vers vous, est-ce qu'on n'est pas dans une histoire où finalement le Parti républicain est en train de se fissurer en deux? Oui. Mais est-ce que Donald Trump, après avoir assuré la victoire par 2 voix, les 2 voix qui allaient manquer, fait que finalement il y a la majorité dans les 2 chambres américaines et que c'est un boulevard pour les années qui viennent pour les démocrates
Hein, mais c'est exactement le scénario du peuple contre les élites. Voilà. C'est-à-dire que le Parti républicain a aussi ses élites déconnectées des aspirations populaires. Et ce qui se passe aux États-Unis, c'est qu'il y a effectivement une base qui ne veut plus être représentée par les caciques du parti et qui se reconnaissait beaucoup plus dans Donald Trump. Donc du coup, c'est une fissuration à l'intérieur du bloc des républicains, comme il y a dans certains partis européens de droite des populistes qui refusent d'être représentés par les caciques des partis de droite parce qu'ils s'estiment pas représentés et ils s'estiment trahis. Et c'est un phénomène de fond que l'on voit dans toutes les sociétés occidentales. Sauf qu'on est en train... Alors, je vous entends, Laurent. D'une certaine manière, vous célébrez Donald Trump, mais est-ce que c'est pas aussi le fossoyeur des espérances du futur pour les gens qu'on va situer à droite aux États-Unis? Ce sont les désirs des démocrates et des commentateurs mondialistes un peu partout, et ils prennent leurs désirs pour des réalités. Enfin, il y a quand même, dans ce que dit Franck, quelque chose qui... Christelle. Si on regarde avec un peu de sérénité l'élection américaine, moi, ce qui me frappe de manière éclatante, c'est l'extraordinaire médiocrité du match. D'un côté, Trump, qui, quoi qu'on en pense, est quand même un homme extrêmement rudimentaire, extrêmement vulgaire, extrêmement imprévisible, et qui ne peut pas apparaître en toute sincérité comme le champion du peuple, des patriotes et du conservatisme. Et de l'autre côté, vous avez quelqu'un qui est dépeint comme gâteux ou semi-gâteux et qui est un peu à la merci de personnages plus extrémistes de son propre parti. Donc d'une part, nous avons quand même deux personnages que moi je juge assez profondément médiocres. Mais ce qui est presque pire, c'est le fait que leurs électeurs, d'un côté des gens qui sont animés par le patriotisme, etc., se rabattent sur ce personnage médiocre qui est Trump, et de l'autre côté, du côté des démocrates, qui est quand même le parti des intellectuels, des universitaires, des vrais universitaires, je ne parle pas des gens de la théorie du genre, qui se rabattent de leur côté sur un homme qui n'est quand même pas grand-chose. Donc tout ça est tout de même pitoyable. Alors, première chose, les débats présidentiels américains, traditionnellement, sont d'une médiocrité dont les Français n'ont pas conscience. Là, je parle des personnages. Oui. Non, mais quels que soient les personnages, les débats sont nuls. C'est du show télévisé. C'est du show télévisé, mais intellectuellement zéro. Mais il n'y avait pas un peu plus de fond chez Ronald Reagan, chez Barack Obama? Souvenez-vous que Reagan, on le présentait... Kennedy. On présentait Reagan comme un cow-boy écervelé, décérébré et faiblement doté intellectuellement. D'autre part, il a un bilan, Trump. C'est pas un fin rhéteur. Effectivement, c'est pas une émule de Diderot ou de d'Alembert, mais il a un bilan, Trump. Il a remis sur les rails l'économie américaine, il a augmenté énormément l'investissement industriel aux États-Unis. Avant l'épidémie qui a dévasté tout le monde, on le donnait pour réélu à coup sûr, tellement l'économie américaine semblait se porter très très bien. Il a un bilan, Trump. Et surtout, c'est le premier qui a défié la Chine, qui a osé défier la Chine sur le plan géopolitique. Patrick Mignon. Oui. C'est le seul qui a eu vraiment le courage de mettre des grands coups de pied dans la fourmilière. Fourmilière interne, en s'affrontant à l'État profond, il l'a payé par sa non-réélection, et je pense en plus à la suite d'une fraude massive. Il y a quand même beaucoup d'éléments qui tendent à le... Vous portez cette Moi, théorie je pense, vous savez, même milliardaire qui dépense des centaines de millions a les moyens de contrôler. Je pense que la fraude aux États-Unis est une spécialité qui existe dans toutes leurs élections, mais là, elle a été particulièrement démontrée. Il y a les histoires des machines Dominion, il y a tout un tas de trucs. Les États, les cours des États, les cours suprêmes ne l'ont pas retenu. C'est pas à moi de dire ça a eu lieu, ça n'a pas eu lieu, j'ai pas les preuves. Enfin, c'est pas des rigolos quand même. Ils vont pas dépenser des dizaines de millions de dollars pour argumenter sur un sujet. Et si les autres avaient eu la preuve qu'il n'y avait pas de fraude, ils auraient été capables aussi de le démontrer. On a reproché à Trump de ne pas l'avoir vraiment démontré. Il y a quand même des programmes, des logiciels des machines Dominion, entre autres. Il y a eu des témoignages sur des bourrages d'urnes par les sacs postaux. Il y a tout ça. Et d'ailleurs, on essaye de nous vendre la sauce pour la France alors qu'on l'avait annulé. On reviendra peut-être sur le sujet. Ouais. Moi, je veux dire que Trump a eu le courage de
s'affronter à cet État profond, et donc il l'a payé en interne. Il a eu aussi, comme le dit Benoît, le courage de s'affronter à la Chine, à la Corée du Nord, aux pays musulmans du Moyen-Orient en reconnaissant Jérusalem comme la capitale de l'État d'Israël, ce qui est quand même pas rien. Même Obama n'avait pas eu le courage de faire ça. Et pourtant, on sait que c'est pour plaire à la frange chrétienne conservatrice. C'était pas une position politique particulière. C'est peut-être les électeurs de confession juive aux États-Unis sont quand même très puissants, les lobbies là-bas. Je vois pas, Obama n'avait pas eu le courage de le faire et d'autres avant lui ne l'avaient pas, alors qu'ils avaient mis ça dans leur programme. Donc Trump a eu ce courage-là. Il a effectivement des succès économiques incroyables. Il a été reconnu dans toutes les études qui ont été faites que le pouvoir d'achat des Noirs, des Afro-Américains avait augmenté, que le taux de chômage dans ces catégories particulièrement défavorisées avait baissé. Bref, ça aurait été effectivement, comme le dit Arthur, un raz-de-marée s'il n'y avait pas eu la pandémie. Voilà. Alors maintenant, quelle est la suite? Moi, je rappelle, vous avez dit à juste titre qu'ils étaient médiocres. C'est vrai. On n'est pas habitué à ce genre de communication, quoique la com actuelle de l'Élysée, c'est un autre style, mais c'est pas très brillant non plus. Moi, je dirais très simplement, c'est pas certain que l'Amérique ne se retrouve pas avec un multipartisme. Oui. Alors, parce que les démocrates vont avoir beaucoup de mal, Franck. Biden est une marionnette âgée. Je ne souhaite pas qu'il lui arrive quelque chose de fatal, mais derrière, il y a Madame Harris, qui, à mon avis, est la présidente en titre des États-Unis, et que c'est elle, avec ses groupes d'extrême gauche, les Antifa et tous ceux qui ont alimenté le mouvement Black Lives Matter, qui va prendre les rênes de tout ça. Biden donnera le change peut-être un peu, et si effectivement, comme on le dit, il est gâteux ou il n'est pas tout à fait performant, elle et ses mouvements vont pouvoir... Je crois effectivement les démocrates sont plus divisés fondamentalement que les républicains. Dans la mesure où les républicains sont divisés du fait de la personnalité clivante. Globalement, on pourrait dire que le trumpisme est la partie populiste ou droitiste de l'électorat républicain. Tandis que pour les démocrates, la division est beaucoup plus fondamentale, car vous avez d'un côté ce qui est plus ou moins équivalent du socialisme, Bernie Sanders. D'un autre côté, vous avez ce qui est plus autour de Biden, c'est-à-dire à la fois le monde, l'oligarchie financière, plus les minorités antiracistes, féministes, etc., ce qui est un hybride assez intéressant. Et vous avez aussi quand même ce qui est un peu la souche du parti démocrate, des gens qu'on va dire plutôt sérieux. Globalement, les gens intelligents votent plutôt démocrates que républicains aux États-Unis, quoi que l'on pense sur le fond. C'est marrant que vous disiez ça, les gens intelligents. Hein. Oui, comme si les républicains, c'était un... Non, mais si vous prenez... en termes de culture, hein, d'ailleurs, je vais vous faire une confidence. Dans le monde scientifique, je connais très très peu de gens qui votent républicains, mais un de mes amis qui est un professeur à Columbia me disait, Yves, c'est formidable parce que pour les primaires, à New York, donc, pour les gens qui votent démocrates, tous mes amis de l'université, il y a une queue terrible. Moi, je vote républicain, je suis le seul, hein, dans le secteur universitaire de New York. Donc, effectivement, il y a guère de doute que... Ça ne veut pas dire que les démocrates sont meilleurs. Hein. Il y a guère de doute que dans le monde universitaire, dans le monde de l'intelligence, on vote plutôt démocrate. Mais il y a une chose, au Parti républicain, il faut bien comprendre une chose, c'est que de plus en plus, on voit le clivage qui se fait jour aussi un peu partout en Occident, entre d'un côté ce qu'on appelle les populistes et de l'autre côté ce qu'on appelle les mondialistes. Et une partie des sénateurs et des huiles républicaines sont mondialistes et ont désavoué Trump. Et une autre partie est populiste et approuve Trump. Et on retrouve ce clivage, par exemple, au Portugal dimanche dernier. Avec l'élection du président. Où, pour la première fois, le parti populiste a dépassé les 10%, alors qu'aux dernières législatives, il était à 1,2%. On retrouve ce mouvement partout en Occident. Et c'est pour ça que le consensus américain, qui a été le socle du bipartisme depuis la guerre de sécession,
il semblerait qu'il ait volé en éclats complètement. C'est vraiment un tournant depuis la guerre de sécession. La dernière fois, c'était la guerre de sécession. Et ce bipartisme semble devoir être remplacé par un tri ou un quadripartisme. Ok, j'entends, sauf que, Laurent Arthur Duplessis, si on projette la courbe sur les 4, 8, 12 ans, puisque c'est des multiples de 4 aux États-Unis, avant l'éclatement du Parti démocrate, on peut quand même prédire d'abord l'éclatement du Parti républicain, ce qui laisserait pour la prochaine fois, donc dans 4 ans, ou pour dans 8 ans, le terrain absolument libre aux démocrates. C'est pas impossible. Or, on est dans des 8 ans à l'heure où l'histoire s'accélère, où l'économie s'accélère, c'est de très très longues périodes. Vous n'êtes pas certain que le Parti démocrate n'explose pas non plus, lui, très rapidement, parce que, encore une fois, je vois mal Biden continuer, enfin, je vois mal le mouvement Black Lives Matter s'arrêter en si bon chemin, puisque par la violence de rue, ils font ce que la gauche fait partout dans le monde, reprendre dans la rue ce qu'ils n'auraient pas eu dans les urnes. En l'occurrence, ils ont eu des... C'est un peu ce qui... Ils ont des résultats dans les urnes, puisque c'est le président qui les soutenait qui a été élu, sauf qu'il ne va peut-être pas leur donner tout ce qu'ils attendent, et ils vont tenter, par des manœuvres violentes, d'obtenir plus, parce que c'est des mouvements qui sont intrinsèquement violents et qui ne fonctionnent que par la violence. Vous parlez de qualité du débat, excusez-moi, ça, c'est même plus du débat, c'est un rapport de force pur et dur, de mouvements quasiment révolutionnaires. Quand vous voyez une Alexandria Ocasio-Cortez... Voilà, qui est l'espoir de la jeune, la jeune espoir de la gauche. La gauche du Parti démocrate, elle l'a personnifiée, elle a 29 ans. C'est une idole, à gauche du Parti démocrate. Quand vous voyez la rhétorique qu'elle a, quand vous voyez les thèmes qu'elle emploie, vous vous demandez comment ça va pouvoir cohabiter, cela, avec la partie centriste du Parti démocrate, qui est mondialiste et qui a une sensibilité... Plutôt une gestionnaire du présent. Voilà. Okay. Benoît Dumoulin, je vais aller vous chercher sur un sujet. Pardon, je vais vous chercher sur un sujet particulier. Est-ce que le premier devoir d'un président, c'est pas d'être réélu? Un président dont on dit ici qu'il a, donc on parle de Donald Trump, il a performé politiquement, il a performé économiquement. Il a eu des positions très courageuses avec des adversaires traditionnels des États-Unis, et finalement, il se fait bananer. Non, mais attendez, faut d'abord... Est-ce que c'est pas son premier job? Est-ce qu'on peut pas lui en vouloir à cause de ça? Tous ses partisans, c'est évident, contestent, en tout cas, soit contestent, soit sont déçus devant cette défaite, mais... On ne peut pas avant tout... Est-ce qu'on ne peut pas le blâmer lui avant tout le monde? Bien sûr qu'il a... Pour sa gestion de la Covid, par exemple. Bien sûr qu'il a des responsabilités. Mais on a toujours des responsabilités dans une défaite. Mais la première responsabilité, moi je crois que c'est de n'être pas allé assez loin dans sa lutte contre les GAFA. Parce qu'il a été victime des GAFA qu'il a lui-même entravé. C'est le premier président à avoir réellement, au nom des lois antitrust, vous savez, les fameuses lois qui aux États-Unis permettent de lutter contre le monopole au nom de la libre concurrence. Il a voulu les appliquer aux GAFA. Simplement, ça s'est retourné contre lui, puisque Twitter, Facebook et autres ont commencé à censurer ses vidéos, son propos. Je pense que avant toute chose, il n'est pas allé assez loin. Je crois que le style du personnage qui nous paraît complètement burlesque, grotesque, parce que nous sommes européens et que nous n'avons pas la même culture, je pense que c'est complètement secondaire dans l'esprit des Américains. Il n'est pas allé assez loin. Il a fait, par exemple, de la communication là où on attendait des actions beaucoup plus fermes. Je pense, par exemple, sur le mur, il a commencé à vouloir... Mais le Congrès ne lui a pas donné le budget. Alors, Je rappelle que le Congrès l'a bloqué. Et si le Congrès a pu le bloquer, c'est aussi parce qu'il a eu des trahisons au sein de son propre camp. Mitch McConnell, qui l'a aidé à être élu, etc., et qui est un sénateur qui l'a complètement laissé en débandade. Moi, j'ai des gens qui habitent aux États-Unis que je connais bien, qui sont du côté républicain, à des postes assez élevés. C'est pas le plus... C'est une catastrophe. C'est pas ça le plus... La traîtrise de ces gens. C'est pas ça. C'est, je pense, aussi la persistance de l'État profond américain
dans le sens néoconservateur. Là, je crois que vraiment, enfin, ça peut rejoindre ce que vous dites, mais vraiment, je crois que Trump, qui avait été élu pour renouer des relations avec la Russie, enfin, c'était son souhait, finalement, a été victime de l'État profond américain qui, quelles que soient les administrations, souhaite que la Russie soit désignée comme le principal adversaire de l'Amérique. Mais vous pensez qu'en fait, Donald Trump a été contrôlé en sous-main ? Ah ben je pense qu'un président, quel qu'il soit, ne peut pas faire ce qu'il veut. Et Donald Trump, il l'a montré à plusieurs reprises, il n'a pas pu aller jusqu'au bout de ses réformes. Je pense que, en fait, quoi qu'on en pense du bonhomme, il y avait des opportunités qui s'ouvraient à lui. Et il a certes été victime de la crise économique post-Covid, mais surtout, il a été victime du fait de n'être pas allé jusqu'au bout. Il y a une chose additionnelle, c'est le caractère vraiment fantasque et imprévisible de Trump, qui déplaît à beaucoup de gens. Il était plus à Yves sur le plateau, mais pas uniquement. Aux États-Unis, l'État profond dont vous parlez, ils n'ont pas du tout envie d'avoir un président fantasque et imprévisible. Et les républicains mondialistes dont parlait Laurent, c'est typiquement le genre de personnes qui ne veulent pas de mauvaises surprises. Ils sont, eux, leur activité, elle est liée à la bourse, à l'état de la bourse. Et la bourse, on sait que ce qui lui déplaît, c'est les surprises. Elle préfère avoir... Elle va très bien, la bourse. Oui, mais ce que je veux dire... Oui, mais ce que je veux... Elle a très bien rebondi depuis... Oui, c'est exact, mais ils ont toujours une économie qui est propice au rebond en V, alors que nous, on est plutôt à plat. Le truc n'est pas là, c'est que l'imprévisibilité et le côté fantasque de ce président fait qu'il n'est pas si malléable et si contrôlable que ça. Ils ont réussi à le faire, je suis d'accord, ils ont même réussi à l'éliminer, et c'est bien parce qu'ils ne savent même pas ce qu'ils pourraient faire derrière qu'ils veulent continuer cette élimination en mettant une deuxième couche pour assurer son inéligibilité à vie. À mon avis, il vise moins le fait d'éliminer Trump que d'éliminer ses soutiens, car il y a quand même une crainte sur l'ensemble des gens qui pourraient être tentés par le Trumpisme et les histoires de censure par les GAFA, etc. Bon, dans ce sens-là, je pense que c'est plutôt ça la stratégie. Sur en quoi elle est intelligente, d'ailleurs, parce que l'élimination de Trump, finalement, pourrait donner la place à quelqu'un de moins fantasque et de plus brillant que Trump. Mais par contre, l'élimination de l'ensemble des gens qui peuvent soutenir le Trumpisme est beaucoup plus Ils ont commencé. Ted Cruz était menacé d'une procédure de destitution de son poste de sénateur du Texas parce que justement il est un de ceux qui pourrait tout à fait remplacer Trump. Il est beaucoup plus jeune et il est d'origine hispanique, comme son nom l'indique, et donc une Ocasio-Cortez trouve là quelqu'un qui parle aussi à la communauté hispanique des États-Unis, qui est en passe d'être la plus importante prochainement. Voilà. C'est plus les WASP, les White Anglo-Saxon Protestants. On dit que la langue majoritaire, ce sera l'espagnol. Oui, mais je crois que c'est déjà le cas. Je crois qu'en nombre d'individus, c'est déjà le cas. Ouais. Donc, allez, ce sera Laurent Arthur Duplessis, c'est le mot de la fin. Si vraiment le système américain bloque à ce point les revendications populistes, entre guillemets, il faut s'attendre à ce moment-là à ce que ces revendications s'expriment de manière violente dans la rue, dans un pays où on peut avoir une arme très facilement et où il y a dans les deux camps des milices armées, puisque les Black Lives Matter sont eux-mêmes extrêmement violents, et il peut y avoir un choc violent aux États-Unis qui pourrait ressembler à nouveau aux prémices d'une guerre civile. Autrement dit, ce qui s'est passé au Capitole il y a quelques semaines seulement, vous pensez est amené à se répéter. C'était peu de choses au Capitole, peu de choses américain. Non, si, vu le nombre de personnes qu'il y avait dans la rue, si ça avait dû être un début d'une révolution armée, je peux vous dire que c'est pas... et la fille qui se fait flinguer à travers la vitre, ça aurait pas été le cas. Ils auraient été beaucoup plus organisés et armés. Non. Milice armée, d'accord. Une forme de guerre civile, là. Oui. Très bien. Ok, c'est le mot de la fin. On a largement explosé les 20 minutes imparties. Merci. On se retrouve dans quelques secondes pour le sujet numéro 2. À tout de suite. Rebonjour. Sujet numéro 2. La Covid-19, sa gestion par le gouvernement. Et peut-être projetons-nous un petit peu maintenant. Comment vous nous voyez sortir de cette situation? Ça m'intéresserait bien d'avoir votre point de vue là-dessus. Et je vais me tourner vers le scientifique qui est présent, Yves Christen.
comment vous voyez la gestion actuelle, j'ai envie de dire scientifique de cette crise, et comment vous vous projetez dans les quelques mois qui viennent? Bon, la gestion actuelle, il est à peine besoin de dire que tout le monde a critiqué les masques, etc., les tests, les trucs, les machins, le vaccin. Ouais. Bon, je crois qu'il y a une sorte d'accord à l'heure actuelle pour dire que la gestion n'a pas été très bonne. Et quand je dis pas très bonne, bon, vous m'avez compris. Maintenant, l'élément important, c'est comment on sort de ça. D'abord, est-ce qu'on va en sortir? C'est autre chose. Je trouve quand même que dans l'histoire de la vaccination, on est là pour la première fois dans quelque chose qui relève du positif. Je veux dire par là que jusqu'à présent, le gouvernement s'est contenté de dire « Eh bien, on vous empêche de sortir, on vous empêche d'aller au restaurant, on vous empêche de ceci, de cela, etc. etc. » Là, il y a enfin quelque chose qui est de l'ordre de l'action, dans l'espoir d'arriver à un avenir meilleur. Alors, ça n'est pas gagné d'une part parce qu'on ne sait pas si les vaccins seront efficaces contre les nouveaux variants qui sont arrivés et ceux qui vont arriver. On ne sait pas quelle sera la puissance de l'immunité et on ne sait pas combien de doses de vaccins on pourra utiliser dans un délai raisonnable. Donc ça fait beaucoup d'inconnus. Néanmoins, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant à suivre, de positif, sachant qu'on n'imagine pas avoir vacciné une quantité significative de la population avant l'été et que donc pendant tout ce laps de temps, la planète continue d'être à plat. Vous ne croyez pas aux prévisions d'Olivier Véran qui annonçait pas loin de 40 millions de Français vaccinés entre juin et juillet? Je ne vois pas très bien comment on pourrait avoir les doses. Je crois que la médecine française, si on l'empêche pas de travailler, est en capacité de faire ça. Ça ne serait pas un exploit extraordinaire. Encore faut-il avoir effectivement les doses. Or, 500 000 doses du Pfizer par semaine, si on fait le calcul, on arrive au mois de juillet, on n'a pas fait les 80 millions de doses, puisque 40 millions de personnes, c'est 80 millions de doses. Hein. Oui. Bon, alors, même s'il y a un peu plus de Moderna, même s'il y a l'AstraZeneca, il n'y en aura pas d'autres avant l'été. Oui. Il y en aura peut-être après. Va se mettre à. Oui, mais Sanofi, dans le meilleur des cas, c'est la fin de l'année. Oui. Mettre en boîte, effectivement, c'est une bonne nouvelle que Sanofi accepte de contribuer à la fabrication des vaccins de Pfizer. Maintenant, les chaînes de fabrication de ce genre d'objets, ça prend du temps quand même. Il faut des validations, il faut des contrôles. C'est pas comme fabriquer des boîtes de conserve. Hein. Donc on imagine mal comment Sanofi pourrait travailler efficacement là-dessus avant l'été. D'accord. Benoît, vous êtes en accord avec ce qui vient d'être dit? C'est pour vous, on va sortir de cette situation, si je sous-titre, hein, Yves Christen, grâce au vaccin? Non, je serais plus pessimiste. D'abord parce que je pense que c'est le pouvoir qui veut à tout prix trouver dans le vaccin un remède qui est beaucoup plus politique, qui dirait, vous voyez, on a quelque chose et la vie normale va pouvoir reprendre. Or non, je ne crois pas. Pourquoi? Parce que d'abord, le vaccin, et vous l'avez dit, est-ce qu'il est actif contre les variants? Ben non, on n'en sait rien. Et encore une fois, c'est un virus qui mute. Donc vous prescrivez des doses et vous injectez des doses, mais entre-temps, le virus a muté et il continuera de muter. Aujourd'hui, on a plusieurs variants, on en aura d'autres. Donc, premièrement, je pense qu'il est utile. Vous ne croyez pas ce que disent les labos qui annoncent que les mutations, pour le moment, sont incluses dans le vaccin? Je suis très sceptique. Et deuxièmement, je pense aussi qu'il y a un risque de dangerosité. D'abord, pourquoi va-t-on si vite et pourquoi n'a-t-on pas fait tous les tests sur les populations avant de prescrire ce vaccin? Par exemple, dans les pays qui vaccinent à haute dose, comme Israël et l'Angleterre, vous avez des personnes qui, notamment les personnes âgées qui ont une immunité fragile, qui ne supportent pas ces doses de vaccin. Et donc, du coup, ça peut avoir finalement des effets inverses, c'est-à-dire que le vaccin peut les rendre beaucoup plus fragiles, voire malades. Benoît Dumoulin, j'entends une chose. Troisième chose, je termine juste. Troisième chose. Quelles sont les conséquences de ce vaccin? Et là, je le mets en interrogation, parce que je n'en sais rien, mais quelles sont les conséquences de ce vaccin, qui n'est pas un vaccin
traditionnel, mais qui est un vaccin qui a un impact sur l'ARN messager. Oui, mais Benoît, je crois quand même j'entends ce que vous dites, tout le monde l'entend, mais on est devant un état de fait qui est le fait que la planète, et notamment notre pays, c'est en gros arrêté de fonctionner, avec tous les désastres. Ils ont décidé de l'arrêter. Oui, mais d'accord, le fait est là, et que la situation ne fonctionne pas, que l'économie est à plat, et qu'on voit bien qu'au sortir de cette pandémie, ça va être un désastre. Tout le monde le voit bien. Donc, dans ce contexte-là, quand même, on est obligé de faire une sorte de pari. C'est-à-dire que même si ces vaccins peuvent poser des problèmes de sécurité, même si leur efficacité n'est pas totale, et d'ailleurs ça n'est jamais une efficacité totale d'un vaccin, eh bien le pari raisonnable est de se dire que dans cette situation, c'est un peu comme la guerre de ce point de vue-là, il est raisonnable d'essayer de faire quelque chose. Mais pourquoi ce serait le vaccin et pas par exemple des solutions alternatives comme renforcer les défenses immunitaires? Il y a des vaccins, non mais par exemple tout ce qui est vitamine D, médecine naturelle, vous avez quand même un moment, pourquoi, moi je m'interroge, je ne dis pas que j'ai la solution, c'est très compliqué, mais je m'interroge sur le tout vaccin qui est considéré comme la solution miracle qui va permettre de reprendre la vie normale. Il n'y a pas de solution miracle. Maintenant, il y a quand même dans le domaine de la science, il y a quand même des niveaux de preuves qui ne sont pas équivalents. Il est possible que certaines médecines naturelles aient un effet, mais on n'a pas le niveau de preuve que l'on a, par exemple, pour les vaccins ARN. Comparons à d'autres types, à d'autres maladies virales. Je prends la grippe traditionnelle, maladie avec un virus de type couronne, standard, identique au Covid, enfin au SARS-CoV-2, et qui a les capacités de muter comme tous les virus à couronne. Voilà. De la grippe change tous les ans. Et puis une autre maladie virale, sauf si je dis une bêtise, je ne suis pas médecin, qu'est la variole, qu'on a tenté d'éradiquer et qui était mortelle. Il se trouve que la variole, le virus de la variole, lui, il n'était pas mutant. Il y avait très peu de mutants. Et on a réussi à trouver à la longue des vaccins parce que cette maladie ayant un taux de mortalité colossal, notamment chez les jeunes, je crois, enfin quand c'était ça, il fallait absolument l'éradiquer. Et d'ailleurs, on se plaint assez aujourd'hui du fait qu'il y ait certains pays qui n'appliquent pas cette vaccination ou ce protocole et qui fassent que la variole, il y ait des résurgences de la variole. Mais elle est quasi officiellement terminée, mais il y a eu des résurgences. Ouais. Sauf que pour la grippe, parlons de la grippe qui est assez proche finalement du SARS-CoV-2 et du Covid qu'il donne. Eh bien, qu'est-ce qui se passe pour la grippe traditionnelle? On ne vaccine pas tout le monde. Le taux de mortalité de Covid est un peu supérieur à celui de la grippe, mais enfin, il est quand même que de 0,1% à l'échelle de la population française. 0,1%. Donc, très sincèrement, aujourd'hui, moi, la question, et je rejoins sur ce plan-là Benoît, c'est pourquoi on ne vaccine pas uniquement d'abord et annuellement, parce qu'on va y être confronté. Il y aura Covid-19, Covid-20, Covid-21, Covid-30. Hein. Vous pouvez être certain de ça. Pourquoi ne pas vacciner, comme pour la grippe, majoritairement les personnes de plus de 65 ans, les personnes à risque? Et pourquoi surtout on ne fait pas derrière des traitements symptomatiques qui peuvent être préventifs? Si c'est démontré pour les histoires de zinc, de vitamine D, etc. Mais d'accord, mais on a très peu de recul. Et puis surtout, pourquoi on ne fait pas un traitement purement symptomatique? C'est-à-dire, on essaye d'isoler les gens en donnant les moyens aux hôpitaux de soigner ceux qui sont gravement atteints. Patrick, est-ce que vous êtes en train de dire... Moi, je veux qu'on mette le paquet sur les traitements, la recherche des traitements. Ok, est-ce qu'on n'est pas aussi en train de prendre la mauvaise tactique qui est de vacciner les vieux ? Alors que finalement, Benoît dit qu'il y a des réactions extrêmes. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas commencer par valider les actifs et les productifs? C'est ce qu'on fait quand même pour la grippe. La grippe, on vaccine les personnes âgées. Voilà. Il faut quand même bien voir aussi des choses. C'est que dans le cas de cette épidémie, on aurait peut-être dû ne pas faire de confinement, etc. Mais la stratégie qui a été choisie un peu partout dans le monde, c'est d'arrêter l'économie en grande partie et de faire du confinement. C'était peut-être éventuellement en tort, mais c'est le choix qui a été fait. Donc on a mis à l'arrêt la planète là-dessus. Donc il faut avoir une réaction qui est fondée sur cela. La recherche des traitements antiviraux, c'est très compliqué et il n'y a pratiquement pas d'antiviraux qui fonctionnent. Donc, ce serait intéressant d'en avoir, mais effectivement, on n'en a pas. Mais si on n'a pas d'antiviraux, Yves, pourquoi on ne fait pas simplement des traitements symptomatiques? Si je ne me trompe pas, je suis pas médecin, encore une fois. Mais regardez l'hydroxychloroquine. Non.
Mais sauf que Raoult, lui, je sais qu'il est controversé. Je ne voudrais pas faire prendre de risques à la chaîne en parlant trop. Mais ce que je veux dire, c'est que même si ce traitement est controversé, il a quand même des statistiques sur les 10 000 patients, je crois qu'il a eu à l'IHU, qui font qu'il a eu un taux de mortalité faible avec son traitement. On parle aujourd'hui de l'ivermectine. Allons voir ce que ça donne. Et encore une fois, il ne s'agit pas de tuer le virus, il s'agit d'éviter que le corps humain se dégrade. Ne croyez pas qu'on ne travaille pas sur ça. Déjà, on travaille sur l'ivermectine et sur d'autres molécules. Il y a du travail qui est fait. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas de preuve. On nous parle que des vaccins, on ne nous parle pas des traitements. Parce que ça existe. Laurent Arthur Duplessis. Moi, j'ai un exemple d'un ami qui a été guéri du Covid-19 par l'ivermectine et l'azithromycine et le zinc. Il était en mauvaise passe. Hein. En 24 heures, avec une dose massive d'ivermectine et puis de l'azithromycine, ça a coupé sa maladie. Il a quasiment ressuscité, on peut dire. Hein. Voilà, bon, l'exemple que je peux donner. Moi, il en quoi je m'interroge par ailleurs sur le fait que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on prend des mesures à l'échelle mondiale de paralyser l'économie mondiale pour une maladie qui fait 0,1% de morts. Je trouve qu'il y a actuellement dans l'esprit humain une telle peur de la mort qu'on en vient à sacrifier l'économie mondiale pour ça. Alors je vais vous poser une question. Ok, prenez-la comme provocante. Est-ce qu'on n'est pas passé dans une dictature médicale ? Oui. Est-ce que finalement, effectivement, 0,1% dit comme ça de mortalité, c'est faible ? Ok ? Mais est-ce que finalement, ce n'est pas les médecins qui donnent le là pour toute chose et ils ne devraient pas ? Mais pourquoi les médecins peuvent-ils imposer cette dictature sanitaire ? Parce que les gens ont une hypersensibilité au risque en général et au risque de maladie en particulier. Ce n'est pas les médecins, ce sont les hommes politiques qui imposent les choses. Mais même les hommes politiques quand même le font puisque l'opinion publique les autorise à le faire. Tout ça, ce qu'on oublie toujours, c'est que c'est la psyché collective qui est le socle de tout ça. Les médecins et les politiques n'ont que le pouvoir qu'on veut bien leur laisser. Mais est-ce que c'est pas aussi les médias qui ont fait peur en disant... Parce que attendez, je vais vous dire une hypothèse que j'ai entendue, que je vous répète. Service de réanimation saturé. Gens qu'on refuse qui restent sur le trottoir, qui viennent mourir sur les marches de l'hôpital. Image désastreuse. C'est les médecins qui ont dit ça. Attention, on arrive à la saturation. Attention, on est en train de la dépasser. Si ça va plus loin, c'est la catastrophe. Est-ce qu'il n'y a pas eu une peur comme ça ? On ne peut pas mettre tout le monde dans les hôpitaux parce qu'on a réduit le nombre de lits d'hospitalisation, parce qu'on est passé de 7 000 à 5 500 alors que M. Véran avait dit qu'on passerait de 7 000 à 12 000. Et on ne l'a pas, non pas parce qu'on manque de lits physiques ou de ventilateurs, de respirateurs, mais parce qu'on manque de personnel qualifié, parce que c'est le personnel qu'on dégraisse depuis les plans de Sarkozy. C'est même pas le gouvernement Macron ou Hollande, c'est depuis cette gestion comptable de la santé publique en France. C'est ça qu'il faut remettre en cause. Mais surtout, pourquoi les médecins sont tellement écoutés par les politiques ? Vous parliez des politiques, Yves, tout à l'heure. Et parce qu'on a mis le principe de précaution dans la Constitution. C'est surtout ça le problème. C'est pas tant la peur de la mort, c'est la peur du judiciaire. Donc on est à la fois dans une dictature. On est dans une dictature du judiciaire, je dirais, par l'intermédiaire de ce principe de précaution. Je ne sais pas si c'est assez intelligible ce que je dis, c'est peut-être confus. Certains peuvent vous opposer que ce principe de précaution n'existe pas dans quantité de pays européens ou asiatiques, et pourtant ce sont les mêmes politiques. Alors parlons des pays asiatiques, c'est ceux qui s'en sortent le mieux. Oui. La Chine aujourd'hui a retrouvé un niveau de prospérité supérieur à celui qu'elle avait il y a 1 an quand elle avait confiné Wuhan, 13 millions d'habitants. Oui. Donc en fait, elle a été capable de faire des mises à l'arrêt ponctuelles de zones très ciblées, mais par contre avec une autorité qu'on connaît à la Chine qui est celle d'une dictature. Ça, je suis bien d'accord que ça serait peut-être plus difficile à faire en France ou en Italie. Vous critiquez le confinement, ses répercussions économiques, et vous louez la Chine et ses méthodes autoritaires. Pour une raison simple, ça dépend. C'est un peu la même chose que dans le type de raisonnement que ceux qui critiquent le traitement symptomatique du docteur Raoult. Raoult a toujours dit que son traitement était à appliquer aux patients dans le tout début de sa maladie. Oui. Certainement pas comme Discovery a tenté de le démontrer, à la fin quand ils sont dans les cas les plus critiques sous respiration artificielle. Pareil pour la Chine. La Chine a fermé et a confiné d'une manière extrêmement stricte, puisque
c'était même avec des gardes armés. Et on murait les appartements. Et on murait les gens. Et il y en a qui se balançaient par les fenêtres parce qu'ils étaient seuls, parce qu'ils n'avaient pas à manger, je ne sais pas pourquoi. On a vu ces images terribles. Mais ils ont eu un confinement très tôt, très fort. Maintenant que c'est fini, c'est plus la peine d'en parler, à mon avis. Donc là, votre question d'origine sur notre débat, c'était comment on en sort. Oui. Mais on en sort comme pour la grippe, à mon avis. C'est-à-dire, on prévoit des vaccins annuels pour les personnes les plus fragiles pour éviter qu'il y ait des morts parmi les personnes âgées. Et c'est pas ça qui va... Patrick, vous êtes en train de nous décrire 2022-2023. Vous n'êtes 2030. Pas en train de nous parler, ou 2030. Oui. Vous n'êtes pas en train de nous parler de 2021, qui est une situation inédite, avec des vaccins qui sont en nombre limité pour le moment. Mais après, il y aura une production annuelle. On dispose, même si on n'a pas même si pour un scientifique que je respecte, on n'a pas les preuves avec les fameuses techniques en double aveugle, avec du placebo, avec le produit qu'on veut tester, etc., sur un nombre suffisant de personnes, ça viendra à la longue. Dans un premier temps, pendant une période de guerre, puisque notre président aime tellement cette rhétorique guerrière, je pense qu'au front, on ne se demande pas si telle ou telle méthode de soins pour un médecin militaire est adaptée à la blessure que le blessé a. Voilà. Je pense qu'on doit appliquer des méthodes. On doit tout tester. Alors là, moi, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Patrick, c'est que vraiment, je pense que c'était à la racine, à la base, qu'il fallait agir, et il fallait, avant même penser au confinement, confiner la nation, c'est-à-dire fermer les frontières, et moi-même, bon, mais comme ça... Qu'est-ce que vous faites des frontaliers? Attendez. Il y a des centaines de milliers de gens qui vont tous les jours de France en Belgique, au Luxembourg, ça, c'est des exceptions, et elles sont bien identifiées. Confiner la nation, ça n'a pas été fait. Ensuite, le premier confinement, là, pour le coup, moi, je n'étais pas forcément contre, parce que s'il avait été fait plus tôt et de manière brève et pour éradiquer la chose. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas vivre continuellement avec des confinements à répétition. Et c'est à partir du deuxième que vraiment je me suis dit, non, mais là, en fait, c'est leur manière de traiter la crise sur le long terme avec des confinements tous les 3 ou 6 mois. Et là, ça ne va plus. Et alors là, pour le coup, je pense que on va devoir vivre avec ce virus. On a vécu avec des autres virus ou alors avec des maladies. Au 19e, l'épidémie de choléra de 1832, les gens tombaient comme des mouches dans la rue. Bon, alors attendez, là quand même, je pense qu'il faut garder raison, et je pense qu'on peut très bien se projeter sur les années à venir en disant on fera vacciner uniquement vraiment les personnes à risque qui le demandent, et sinon on développe des traitements comme l'hydroxychloroquine ou d'autres. Mais moi je m'interroge juste sur pourquoi le tout vaccin. Alors je dis pas forcément qu'il derrière il peut avoir des lobbies d'argent derrière, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas une seule direction qui est bonne. Je vous assure qu'il y a des gens qui travaillent sur des médicaments contre la Covid. Ne croyez pas à ça. Simplement, les vaccins ont le mérite d'exister. Par ailleurs, tout ce que vous avez dit est vrai, du moins en grande partie, mais la question de Franck portait sur l'avenir. Il est clair que sur le passé, il n'est pas nécessaire de démontrer que des tas de choses ont été faites, ou surtout pas faites, et qu'il y a faute. Ça, je crois que tout le monde est d'accord. Je dirais même que même le chef de l'État est probablement d'accord là-dessus. La question, c'est pratiquement, qu'est-ce que l'on fait, les choses étant ce qu'elles sont. L'avantage des vaccins, on voit bien leurs défauts, les problèmes, c'est qu'ils ont le mérite d'exister. Il est bien évident que si on peut avoir des antiviraux efficaces contre la maladie quand elle est installée, c'est absolument évident qu'il faut les utiliser. Vous êtes d'accord quand même que dans le cas, par exemple, de la grippe, oui. Je reviens sur cette grippe. Qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas d'antiviral contre la grippe, ça n'existe pas. On ne fait que des traitements palliatifs, je dirais, des conséquences annexes de la grippe. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on essaye de faire? On essaye d'éviter une mortalité due à des surinfections. Oui, bien sûr. D'ailleurs, je me souviens, Franck, vous vous en souvenez aussi, il y a eu une campagne publicitaire à la télé il y a 4-5 ans, parce que les gens voulaient prendre... Les antibiotiques, c'est pas automatique, c'était le slogan. Oui. Parce que les gens confondaient, évidemment, c'est pas leur métier, ils croyaient qu'en prenant des antibiotiques, ça allait améliorer la grippe. Non, en réalité, si je me trompe pas, on donne des antibiotiques quand il y a une infection
variant qui est venu se greffer sur un syndrome grippal. Point à la ligne. Sinon, la grippe, comment ça se passe? On s'en débarrasse nous-mêmes par les réactions immunitaires du corps humain. Donc il faut simplement aider les gens les plus fragiles à passer ce cap et à éviter de tomber dans une détresse respiratoire aiguë qui provoque la mort en règle générale. Enfin, si je dis pas de bêtises, je suis pas médecin. Patrick et vous tous. Je vais prendre 5 minutes de plus parce que je voudrais avoir votre opinion rapide sur quelque chose qui me semble peut-être un indicateur d'un futur. Actuellement, on voit en Belgique, on voit en Hollande, on voit dans d'autres pays une forme de révolte des citoyens qui n'acceptent pas le confinement, qui n'acceptent pas la fermeture des commerces, un certain nombre de choses comme ça. On voit bien également, je mets en parallèle ça, l'hésitation du gouvernement à reconfiner, alors que de nombreuses voix disent que c'est maintenant, voire que c'est un peu trop tard. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose autour de ça dans l'esprit du président, des indicateurs faibles qui lui diraient que la population française, qui en a ras-le-bol, est prête à basculer dans la révolte? Mais justement, Laurent-Arthur Duplessis. Comme vous venez de le dire, Franck, il n'y a pas que la population française, on voit la population hollandaise, par exemple. En Allemagne aussi, hein, il y a eu des manifestations de ce genre, etc. Et on sent que ça monte parce que tout simplement l'instinct naturel, l'instinct vital veut de l'activité et veut de l'économie. Et effectivement, à un moment donné, dans la psyché collective, les deux plateaux de la balance commencent à s'équilibrer différemment. Le plateau de la prudence thérapeutique, donc le confinement, et le plateau de l'élan de vie, de l'élan de production, etc. Donc vous êtes plutôt dans... Juste pour accélérer le... Je pense que le plateau de l'élan de vie va commencer à prendre le dessus sur le plateau de la prudence. Mais bien sûr. Comment voulez-vous qu'un président, fût-il français ou hollandais, ou peu importe, Premier ministre hollandais, dise à son peuple... Voilà une maladie qui tue 0,1% de la population et je vais vous confiner tous et je vais flinguer l'économie et je vais faire se suicider par détresse sociale et détresse économique les restaurateurs. Il y en a un dont on a parlé beaucoup sur les réseaux sociaux, paix à son âme, récemment. Vous allez avoir ça. À la place du SARS-CoV-2, mettez un virus Ebola. 50% de mortalité, quasiment certaine, dans des conditions absolument horribles, avec des gens qui se vident de leur sang dans leurs draps, comme on l'a vu quand ça se propageait au Congo ou en République centrafricaine. Ben, je peux vous garantir que là, tout le monde va accepter de se confiner pendant 3 fois s'il le faut, pour vraiment éradiquer cette maladie. Le problème du président, c'est qu'il prend des mesures avec un bazooka, avec un canon ou avec une bombe atomique, pour quelque chose qui touche beaucoup de monde, mais qui a finalement peu de mortalité. D'ailleurs, vous entendez très peu parler du taux de mortalité à la télé. On vous parle tout le temps du taux de contamination et du taux d'incidence, c'est-à-dire ceux qui ont les plus gros chiffres. La question du taux de mortalité, c'est une question complexe, parce qu'en fait, évidemment, on sait que ça ne touche en gros que les gens qui ont plus de 75 ans, voire plus de 80 ans. Et des comorbidités. Et des comorbidités. Et comme on l'a démontré, comme les chiffres l'ont démontré, il faudra, pour les statisticiens plus tard, il faudra faire la statistique globale de la mortalité de l'année 2020, toutes causes confondues, parce qu'on met tout sur le dos du Covid. Patrick, ces chiffres-là, on les a déjà. On sait qu'on est à plus 7%. Oui, d'accord, voilà, plus 7%. C'est un gros très bump bien, sur la... mais on en met beaucoup. La grippe et tout le reste a diminué. C'est pas les chiffres de 2020, c'est faire l'addition de 2020, 2021, petit 2022, pour voir si effectivement ceux qui sont morts sont des gens qui devaient, entre guillemets, mourir dans un délai proche. Ce qui est dire grave, à mon avis, c'est qu'on n'a pas de données scientifiques précises sur ce qui serait le plus simple et le plus utile, c'est-à-dire de savoir si des gens... Parce que l'âge, à mon avis, n'est pas un problème, contrairement à ce qu'on a dit. De savoir si des gens, notamment âgés, qui se comportent raisonnablement, c'est-à-dire qui prennent un masque, qui ne vont pas dans les boîtes de nuit, qui ne se serrent pas les uns contre les autres, qui n'ont pas d'enfants jeunes chez eux, qui ne déjeunent pas dans les cantines d'entreprise... Ah, mais non, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir chez vous. C'est différent d'avoir des petits-enfants et de les voir une fois par mois en ayant un masque et avec la distance. Je sais pas qui fait ça. Et de les avoir, si quand même, et d'avoir chez soi, ou d'avoir l'obligation de garder des petits-enfants parce que les parents sont pris, etc. Mais je crois que les gens de plus de 70 ans, raisonnables, qui n'ont pas de comorbidité réelle, et qui...
peut-être qu'ils n'ont pas de risque du tout. Or, on va les vacciner, alors qu'ils n'ont peut-être pas de risque du tout. Mais c'est le même problème. Ce que dit Yves à l'instant, excusez-moi, c'est 30 secondes, c'est ce qui se pose pour les commerçants, les restaurateurs. Les commerces de proximité sont fermés alors qu'ils mettent en application des règles de distanciation et de protection très efficaces, et on autorise les transports en commun et les grandes surfaces. C'est exactement le même problème. Allez, je finis mon tour de table sur la question. Deuxième question, c'est est-ce que vous pensez que la prudence du président actuel à reconfiner est due à un risque de révolte en France, ou vous pensez que les Français sont raisonnables? Vous avez un mot d'ordre quand même qui commence à prospérer sur les réseaux sociaux. 1er février, journée de désobéissance civile. C'est à l'appel de gens qui sont issus de professions libérales, des restaurateurs, des gens qui ne travaillent plus et dont le chiffre d'affaires s'effondre depuis un an. Je pense que oui, là, je l'espère, je ne suis pas dans la tête du président, je pense qu'il voit la révolte monter, il voit que le désir de vie est supérieur aux conséquences d'un virus qui fait 0,1% de morts dans la population. Et donc, il y a un moment, oui, ils vont devoir le prendre en compte. Ça va malheureusement ça vient un peu trop tard, mais ils vont devoir le prendre en compte. Et il voit en plus le président la dette publique maintenant à 120%, là, qui galope vers les sommets. Et les désastres financiers que cela laisse présager. Et c'est les générations futures qui paieront. Vous connaissez Aristote, hein? La politique, c'est l'art de commander à des hommes libres. Libres. S'ils ne sont plus libres, il n'y a plus de politique. Ok. Eh bien, écoutez, j'espère que vous avez le moral. Moi qui pensais vous donner quelques voix pour la sortie... Bon, allez, on se retrouve dans quelques secondes, vous allez voir, on va aborder un troisième sujet. Ça va pas forcément être le feu d'artifice, mais je pense qu'il y a quand même matière à réfléchir tous ensemble. Allez, on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. Rebonjour, sujet numéro 3, l'affaire du Hamel. Alors, l'affaire du Hamel, on peut la prendre sur plein d'angles. L'élite qui corrompt la jeunesse. Moi, je vais vous dire ce qui m'a choqué dans cette histoire. C'est que ça a été l'occasion d'apprendre qu'un enfant sur 10 serait abusé. Que l'inceste concernerait 2 enfants par classe. Au-delà de l'affaire du Hamel, est-ce qu'on a affaire à un phénomène de société? Est-ce que ça s'arrête? Qu'est-ce qu'on fait pour que ça s'arrête? Ou est-ce que finalement, on pose des questions qui n'ont pas lieu d'être parce que l'inceste, ça existe depuis des dizaines de milliers d'années, que c'est très répandu, on vient de le voir, et que, quoi qu'on crie, quoi qu'on dise, il ne se passera rien. Patrick Mignon. Alors écoutez, moi, il y a des choses qui me posent des questions quand même. Ouais. On nous parle de consentement. Super. Ouais. Et on détermine qu'il y aurait un âge de consentement que la loi devrait être en mesure de fixer. Je crois qu'il est aujourd'hui à 15 ans, puisqu'en fait les peines sont majorées quand c'est en dessous de 15 ans. Certains voulaient le mettre à 13 ans. Mais moi, je vais vous dire, la question ne se pose pas. Pour moi, il n'y a pas besoin d'avoir un consentement. Il y a 0 consentement à recueillir avant 18 ans. En dessous de 18 ans, on n'est pas un adulte. Peut-être que physiquement, physiologiquement, on est un adolescent. Mais tout adulte qui abuserait d'un enfant ou d'un jeune inférieur à 18 ans, pour moi, devrait être condamné le plus sévèrement possible. Pourquoi ? Je parle bien d'un adulte qui abuse de sa position vis-à-vis d'un enfant. Mais quand vous voulez voyager à l'étranger, c'est pas aux jeunes qu'on demande le consentement, c'est aux parents. Donc, s'il devait y avoir ce genre de choses, cette notion de consentement, je considère que si consentement il devait y avoir à donner, les seuls à pouvoir le donner seraient les parents, qui seraient bien évidemment opposés à ce genre de relation. Sauf que l'inceste, c'est intrafamilial. Je parlais des rapports sexuels d'un adulte avec un jeune, d'une manière générale. Oui. Maintenant, précisons ma pensée, pour pas qu'on me fasse dire ce que je n'ai pas dit, effectivement, dans les incestes, mais c'est exactement la même chose, c'est
éminemment condamnable. Et vous allez me dire qu'un inceste d'un père qui serait, par exemple, enfin, on parle d'inceste en règle générale de l'homme vers les enfants, ça pourrait aussi être de la femme. Statistiquement, c'est infinitésimal. Mais bon, l'égalité dans notre pays, tout le monde l'aime bien, donc essayons quand même de faire la part des choses. Mais vous avez raison. L'homme étant plus puissant, ayant une autorité parentale sur ses enfants, il doit être absolument condamné avec la plus extrême sévérité. C'est un abus c'est une dégradation. Pour moi, je n'ai pas de mots pour expliquer le dégât que ça doit pouvoir causer Patrick, merci, pour les enfants. Je vais être plus précis. On parle de délit prescriptible ou de délit imprescriptible. Pour l'instant, c'est 30 ans. Votre position là-dessus, Benoît Dumoulin? D'abord, je voulais apporter une petite précision. Il y a deux choses qu'il ne faut pas confondre. C'est la majorité sexuelle, qui aujourd'hui est fixée à 15 ans, et l'âge du consentement, que les sénateurs ont voulu fixer à 13 ans, en disant en dessous de 13 ans, il ne peut y avoir consentement. Après, à partir de 15 ans, c'est la majorité sexuelle, et entre 13 et 15, en fait, c'est une situation intermédiaire, c'est-à-dire que le consentement n'est pas évident. C'est-à-dire que vous pouvez, une personne un adulte qui a une relation avec un mineur entre 13 et 15 est passible d'atteinte sexuelle. Et si le consentement n'est pas démontré, alors là, c'est une agression sexuelle, viol ou voilà. Mais et c'est vrai que c'est cette zone grise. Moi, je suis pas du tout d'accord, et je rejoins ce qui a été dit. C'est que on pourrait déjà avant même de parler de 18 ans, interdire, je dis bien interdire, tout rapport sexuel avant l'âge de 15 ans, et donc faire correspondre la majorité sexuelle avec l'absence de tout consentement à une relation sexuelle, et le Conseil d'État... Sexuelle entre adolescents... Alors voilà, c'est ce qu'on appelle la clause Roméo et Juliette. Non mais c'est ce qu'on appelle la clause Roméo et Juliette, et le Conseil d'État, au moment où Marlène Schiappa avait voulu le faire passer en 2018, s'y était opposé en disant « Oulala, il y a un risque d'inconstitutionnalité », et avait soulevé cette question. En fait, c'est une fausse question parce qu'on pourrait très bien dire que dans ce cas-là, les adolescents qui se marient tôt, et après tout, pas seulement qui se marient, qui font l'amour l'été comme... Qui ont des relations, disons. Qui ont des relations, eh bien, on ne serait pas soupçonné. Il suffit de l'écrire dans la loi. Bref, ça c'était sur la première question. La deuxième, concernant l'imprescriptibilité, oui, bien sûr, on peut tout à fait en droit. Mais alors, vous savez que ça aurait une conséquence très potentiellement explosive. L'imprescriptibilité en cette matière-là fait que vous pouvez passer, donc, vous voyez, et je signalerai juste que l'actuel président de la République n'avait pas 15 ans quand il l'a connu. Séduit. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails, mais quand il l'a connu... Oui, mais il n'y a pas de rétroactivité. Pardon. Ah non, je suis désolé. Oui, mais si vous avez une imprescriptibilité, c'est le champ d'application. Vous n'avez pas de rétroactivité. Je termine juste, pardon. Vous n'avez pas de rétroactivité quand c'est un nouveau délit ou un nouveau crime qui est créé, mais quand c'est juste le champ d'application. L'imprescriptibilité pourrait avoir des conséquences dans plein de domaines. Pardon. Alors, il pourrait avoir en plus juridiquement... Je dis peut-être une énormité, mais quand même, c'est que si, à l'époque de la commission des faits, 30 ans avant, il y a telle loi, et si au moment où l'affaire sort, 30 ans plus tard, avec imprescriptibilité, il y a une nouvelle loi, les lois, en théorie, ne sont pas rétroactives. Donc, laquelle on applique? Celle qui avait cours au moment des faits, voyez un peu la difficulté. Ça pose ce genre de problème-là. On parle d'imprescriptibilité, Laurent Arthur Duplessis. Je voudrais faire remarquer une chose, c'est qu'au début des années 2000, il y avait une émission littéraire avec Bernard Pivot, où Cohn-Bendit faisait l'apologie de la vraie pédophilie, c'est-à-dire avec des petites filles de 6-8 ans. On n'en parle toujours pas actuellement. Ça a été Jacques Lang qui avait signé une pétition en ce sens. Bien sûr, en 77. Ils ont été questionnés là-dessus récemment. Et donc, jusqu'au début des années 2000, c'était du dernier chic dans la gauche caviar de repousser les tabous jusqu'à se faire lutiner par une gamine de 6 ans. Voilà. Et Cohn-Bendit étant une idole sacrée de la gauche caviar,
on ne le met pas en cause actuellement. Moyennant quoi, on voit que effectivement l'esprit de 68, le jouissez sans entrave et jeter tous les tabous par-dessus bord, a présidé effectivement à la gestion, si on peut dire, de ces choses-là jusqu'à la fin des années 2000. Et c'est vrai qu'on assiste là actuellement à la fin de l'esprit de 68 et au retour d'un certain nombre d'interdits sexuels. Oui, alors, mais Laurent, pardon, j'entends ça. Mais dans la France profonde, la contamination par mai 68, on ne peut pas la soupçonner, d'autant plus que les actes d'inceste sont bien avant 1968. Je parle des médias. Oui. Je ne parle pas de la France profonde. Vous savez qu'il y a un divorce profond. Il y a 2 enfants par classe. Alors, oui. C'est pas que des enfants de la gauche caviar. Non, mais la nouveauté, c'est qu'actuellement, effectivement, maintenant, les médias partent en guerre massivement contre la pédophilie, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Puisqu'à l'époque, il y a cette pétition dont vous venez de parler, signée par les grands noms de l'intelligentsia de l'époque, et qui est une pétition qui semble aujourd'hui ahurissante. Et certaines émissions aussi. Moi, je ne sais pas quelle est la réalité de cette statistique de 2 sur 10, etc. Et je m'en méfie un peu. Je ne dis pas qu'elle est fausse, mais je m'en méfie parce que je crois que l'un des grands problèmes que nous avons dans ces domaines-là et qu'on a vu avec l'affaire MeToo, qui est différente, mais qui est quand même assez proche, c'est qu'on met tout dans le même sac. Et je trouve que ce qui est terrifiant dans l'affaire MeToo, c'est que vous avez d'un côté des vrais viols du genre 4 voyous qui kidnappent une fille et la violent dans une cave, et ces gens-là mériteraient la peine maximale, voire la peine de mort, ça ne me choquerait pas. Vous avez des choses du genre des starlettes qui acceptent de coucher avec un producteur pour avoir un intérêt et qui, 30 ans plus tard, portent plainte, et là, c'est quand même très différent. Et vous avez aussi des jeunes couillons qui vont mettre les mains sur les fesses d'une fille ou lui dire « salope, tu veux coucher avec moi ?» Et on met tout ça dans le même sac. Voire des choses même totalement insignifiantes, où j'ai des amis scientifiques qui ont été mis en cause pour avoir dit une phrase du genre dire à une fille « si tu t'assois sur mon ordinateur, c'est bien que tes fesses soient là-dessus, ça va le faire marcher mieux ». Ce sont des choses extraordinairement différentes. Mais si on met tout ça dans un même sac, vous voyez, c'est pareil pour le harassement sexuel prétendu des jeunes enfants. Il y a des choses complètement différentes. Le fait qu'un gamin ou une gamine au cinéma, quelqu'un à côté lui met la main sur une fesse, c'est pas la même chose qu'un harassement réel, vous voyez. Pour répondre à votre question. C'est compliqué. Ce que vous dites, Yves, moi je l'entends, mais c'est votre responsabilité de le dire. C'est pas forcément la position de TV Liberté, hein. Je le rappelle. Il y a là, sur cette histoire de MeToo inceste, parce que c'est ça dont vous parlez, hein. C'est un hashtag qui est en train de monter et qui est en train de libérer la parole de gens qui disent « moi aussi, ça m'est arrivé ». Mais oui, mais ça c'est très grave. Si ceci est arrivé, si des cas d'inceste réels sont arrivés, bien sûr qu'il en est arrivé, c'est extraordinairement grave. Et en fait, au fond, il faut simplifier les choses. Oui. Il y a 2 choses là-dedans. La première, c'est le viol. Oui. Est-ce qu'il y a ou non consentement? Et le sous-question, c'est à quel âge s'applique ce consentement? Pour moi, je l'ai exprimé peut-être confusément tout à l'heure, c'est 18 pour moi. Parce qu'en dessous, on commence à rentrer dans des finasseries. Donc, adulte, pas adulte. Et s'il y a viol, Roméo et Juliette, entre 2 adolescents, eh bien, c'est un viol. Et à noter quand même que le violeur sera jugé par un tribunal pour enfants puisqu'il n'est pas majeur. Donc déjà, vous voyez bien que la différence existe. Et la deuxième chose, c'est inceste ou pas inceste. L'inceste étant un facteur aggravant puisqu'il est fait par une personne ayant autorité, sinon physique, tout au moins morale sur le jeune auquel ça s'applique, ce qui était le cas pour l'affaire du Hamed. Donc, y a-t-il viol dans un premier temps? Donc, moins de 18 ans, plus de 18 ans. Ce qui n'exclut pas d'ailleurs que le viol entre adultes non consentants, ça soit très, très sévèrement puni. C'est ce que vous avez dit. Et si c'est en plus aggravé par un phénomène d'inceste, eh ben, les peines sont encore plus aggravées. Si on en est déjà à la peine maximale, eh ben, on en est à la peine maximale, elle est confirmée. Puis voilà, c'est tout. Je veux dire, il faut arrêter d'aller dans le cas du cas. Moi, je pense aux victimes.
avant de penser à la justice, comment elle va traiter le problème, ou aux sénateurs et aux députés, comment ils vont résoudre la question avec Conseil d'État, sans Conseil d'État. Moi, je pense aux victimes. Les victimes, ça suffit, c'est toujours celles qu'on n'entend pas dans ce pays. Aujourd'hui, 18 ans la limite, et point à la ligne. Manifestement, les choses sont en train de changer pour ce qui est des victimes avec ce fameux hashtag. Ok, je vous avais dit que c'était pas forcément un sujet très drôle, voilà, mais j'assume de l'avoir choisi. Je pense qu'il nous dit des choses, et il nous révèle peut-être des choses qui sont autour de nous, auxquelles nous devons peut-être être attentifs. Voilà, allez, c'était la première émission de ce retour, de ce début d'année. Encore une fois, on va se retrouver, parce qu'on s'accroche là cette fois-ci, et donc je vous donne rendez-vous dans 15 jours d'une manière ou d'une autre. À bientôt. Merci.